La la lele, yeah la 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 lele. La la lele, yeah la 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 lele. La la lele, yeah la 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 lele. Yeah la 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 lele, ya la 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 lele. L'étude des contacts précolombiens, quand on se rend compte que il y a des études qui nous montrent qu'il y a eu des Phéniciens, des Basques, et parmi tant d'autres qui sont arrivés, des Vikings, etc., en Amérique, et ont eu des contacts avec les Amérindiens. D'un continent isolé, qui n'avait jamais eu de contact avec l'extérieur. Et aucune influence, quand on voit que c'est pas du tout le cas. Barry Fell, né le 6 juin 1917, décédé le 21 avril 1994, était professeur de zoologie des invertébrés à Harvard Museum of Comparative Zoology. Fell est surtout connu pour son travail archéologique sur l'épigraphie américaine, affirmant que diverses inscriptions dans les Amériques s'expliquent mieux par le contact extensif précolombien avec les civilisations du reste du monde. Ses écrits sur l'épigraphie et l'archéologie sont également rejetés par les érudits traditionnels, bien que Fell ait été un biologiste marin accompli à l'université de Harvard. Il est surtout connu pour 3 livres qui prétendent que plusieurs siècles avant Christophe Colomb soient arrivés en Amérique des Celtes, des Basques, des Phéniciens, des Égyptiens et d'autres avaient visité l'Amérique du Nord aussi, comme les Africains. Son intérêt pour les inscriptions a commencé au début de sa carrière avec une étude des pétroglyphes polynésiens publiée en 1940. Mais son travail le plus célèbre est venu beaucoup plus tard, à partir de 1976 avec sa publication America BC, dans laquelle il proposait la traduction des inscriptions retrouvées sur des surfaces rocheuses et des artefacts en Amérique du Nord et du Sud qu'il pensait être écrits dans des scripts et des langues de l'ancien monde, entre guillemets. Il a poursuivi ses travaux en 1980 avec Saga America, en 1982 avec Brown's Age America. Le travail épigraphique de Fell n'a pas été bien reçu par le monde universitaire. Les critiques du travail de Fell, rejetés régulièrement en tant qu'amateur, soulignant son manque de formation formelle en script et en langue ancienne, que ne pourront pas prendre au sérieux à partir du moment où de nombreux universitaires ont dit le contraire. Donc en fait, on peut dire que c'est juste une question d'opinion. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent que avant Christophe Colomb, il y a rien eu, et il y en a qui disent qu'avant, il y a tout eu. Donc voilà, maintenant il faut faire le tri. Alors, Leif Erikson, bien sûr, avec la colonie du Vinland, mais on voit que les hommes du Nord sont allés beaucoup plus loin, jusque dans le golfe du Mexique, qui nous mène vers le Pérou. Et donc, ils sont passés par la Floride et les Caraïbes. Donc, pas que le Canada. Par exemple, Yves Goddard et William W. Fitzhugh du département d'anthropologie de la Smithsonian Institution ont préparé une réponse savante au travail de Fell. Ils ont déclaré en 1978 que le seul cas accepté de contact européen précolombien en Amérique du Nord demeure le site nordique de l'Anse aux Meadows, dans le nord de Terre-Neuve. Des preuves crédibles d'autres premiers contacts européens ont déjà été découvertes dans le soi-disant Nouveau Monde. Cependant, dans America BC, parmi les affirmations de Fell, citons son affirmation dans la saga America selon laquelle Brendan de Clonsford aurait atteint l'Amérique du Nord des siècles avant Colomb. Ceci est basé sur la traduction de Fell, publiée dans le magazine Wonderful West Virginia en 1983.
de 2 inscriptions taillées dans la roche situées sur des sites archéologiques des comtés du Wyoming et de Boone en Virginie occidentale, selon Fell. Ces inscriptions racontent l'histoire de la nativité du Christ et sont écrites dans un ancien script irlandais appelé Ogham, datant du VIe siècle ou du 8e siècle après Jésus-Christ. David H. Cayley, un archéologue de l'université de Calgary, à qui on attribue une avancée majeure dans le déchiffrement des glyphes mayas, a déclaré à propos de Fell, dans un essai de 1990, entre guillemets, « Je ne doute pas, personnellement, que certaines des inscriptions qui ont été rapportées sont de véritables Ogham celtiques. » Fermez les guillemets. Cayley a conclu, malgré les critiques sévères qu'il a eues à propos du traitement réservé aux inscriptions individuelles par Fell, il convient de reconnaître que sans le travail de Fell, il n'y aurait pas de problème Ogham, c'est-à-dire d'écriture celtique nord-américaine. Alors, pour nous laisser perplexes, nous devons non seulement nous demander ce que Fell et son épigraphie apportent, mais aussi là où nous nous sommes trompés en tant qu'archéologues, en ne reconnaissant pas une présence européenne aussi étendue au Nouveau Monde. Les Arabes de Al-Andalus et le royaume musulman du Mali. Bien sûr, on se réfère avec l'historien Al-Oumari, l'Espagne et aussi du Maroc. Hein, j'avais déjà parlé de ça il y a quelques années déjà. Des voyages du monde musulman vers les Amériques avant Christophe Colomb. C'est pas un espagnol, déjà c'est un portugais, que le mot portugais, donc c'est pas un italien, mais c'est un portugais, mais c'est pas qu'un portugais d'origine juive. Et il y a tout un mystère qui a été fait, les savoirs qu'ils avaient sur les cartes transmises par les maranes, les moriscos, ceux qui se sont les conversos quoi, dans les Amériques à cause de cette acquisition, dans les îles Canaries, Madère, Cap-Vert, etc., en Hollande et ailleurs. Mais donc, on met de côté ce qui a été écrit sur l'histoire, on revoit l'archéologie, ce qu'elle montre, on revoit les connexions qui ont été faites par les chercheurs avec ce qu'on a découvert aujourd'hui, et on verra. L'historien dans le Shihab al-Oumari, ouais, on parle de Abou Bakari II, etc., 200 bateaux pour une première expédition et 2000 années. Et de toute façon, c'est tardif. Les civilisations olmèques et tout ça sont bien plus anciennes que l'arrivée d'Abou Bakr. Et puis voilà, si c'était des musulmans, ils vont pas faire des statues parce que c'est haram. Donc il y a plein de trucs aussi qu'il faut comprendre. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, on voit que tout le monde a découvert l'Amérique, c'est qu'en fait l'Amérique n'a jamais été pas découverte. On voit une carte encore, 70 ans avant Christophe Colomb, donc c'est avant 1492. Tout ça pour montrer que voilà, bien longtemps avant Christophe Colomb, mais les Chinois aussi. 1421. Mais on verra qu'il y a d'autres voyages qui ont été faits avant 1421 de Chine. 1418, c'est avant 1421, donc il y avait des cartes déjà. C'est-à-dire que les gars partaient, on va à la recherche de l'inconnu. Non, les gars partent en 1421, mais ils savent. Bon, les historiens ont conclu que ça a été écrit dans la dynastie Ming. D'après le récit médiéval, Navigatio Sancti Brendani Abatis, Saint Brendan aurait effectué 2 longs voyages en mer sur des navires de type ponto. Le premier, vers 1530, l'aurait conduit vers les îles Fortunées, au large des îles Canaries. Le second voyage, plus tardif, vers 1544-1545, l'aurait conduit, selon la saga irlandaise, vers l'archipel des Açores, et peut-être même aux Antilles, qu'il aurait comparé au paradis. En 1976, l'Irlandais Tim Severin construit une barque en peau de bête tendue et, en atteignant Terre-Neuve par les îles Féroé et l'Islande, prouve que le voyage de Brendan jusqu'en Amérique
était techniquement possible. Mais entre-temps, il rencontre un marin breton qui lui explique qu'il y a des terres à l'ouest. Déjà parmi les marins, c'est un truc, c'est un petit secret de marin. Voilà, on sait qu'il y a quelque chose là-bas, mais c'est pas encore voilà, un truc officiel, tu vois. Mais c'est parce qu'en fait, ils avaient déjà le secret. C'est-à-dire que les marins portugais, sa junte de marins, c'était un secret de Polichinelle. Hein, ils le savaient déjà qu'il y avait des terres là-bas. Et comme il y avait le traité de Tordesillas, alors sous le nom de Antillia, les Antilles, ça me rappelle. Antillia, les îles d'avant. Alors le Bréantin, c'est-à-dire ce breton-là, donc en fait c'est Bréat, c'est archives de Côte d'Armor en Bretagne, les inventaires du patrimoine mobilier. Alors en 1484, le corsaire d'origine bréantine, à la suite d'une affaire où il avait fait prisonnier des marins de Bristol pour s'établir à Lisbonne. Il a rencontré Christophe Colomb, lui révélé l'existence du Nouveau Monde. Yes I. Yes I, yes I. 6 éléments ont pu laisser penser que Saint Brendan aurait atteint les îles tropicales. Une description de noix de coco, une description de feuilles de palme, même si les palmiers étaient connus en Afrique du Nord. Des descriptions de fruits exotiques, même si ces descriptions peuvent tout aussi bien s'interpréter comme des hyperboles. La mention de la chasse et de la consommation de tortues. La mention d'un courant marin ressemblant à un fleuve vert dans la mer. Mais ce pourrait être une exagération de n'importe quel courant qui n'est pas le Gulf Stream. La durée du séjour de 2 ans de Brendan dans l'île, ce qui est un indice de distance et de difficulté à préparer le retour, comme ce fut le cas pour Christophe Colomb. L'île de Saint Brendan est une île fantôme située à l'ouest de l'Europe, qui, selon la tradition irlandaise, aurait été découverte par Saint Brendan de Clonfert. L'île apparaît sur de nombreuses cartes du XIIIe au XVIIIe siècle, en différents points de l'océan Atlantique, au large de la côte ouest de l'Irlande ou comme 8e île de l'archipel des Canaries. Dans les descendants africains emmenés aux Amériques, aucun ne s'est reproduit en lignée pure. Ils ont dû trouver des autochtones ou alors des personnes comme Europe, Asie, Afrique, Amérique. Donc, par exemple, dans la classification de ces métissages-là, dans les Amériques latines, Amérique française, au Brésil, le mot pardo a un sens générique. La célèbre lettre de Pero Vaz de Caminha, par exemple, les indigènes étaient appelés pardo. Nous cinsus siguensas. Donc ça veut dire que par extension, le mot pardo a été appliqué à des gens qui n'étaient pas métis, ni africains, ni d'origine africaine, ni descendants d'esclaves africaines. Mais on a utilisé ce mot par extension à un peuple indigène d'Amérique, où on les a tout simplement appelés aussi des pardos, ce qui emmène des confusions. Voilà. C'est ce qu'on a fait aussi aux États-Unis quand on a appelé négro aussi bien les indios négros que les Africains. Et donc, dans la classification après qu'ils ont fait dans les premiers recensements, ils ont effacé les origines amérindiennes des gens de couleur d'origine amérindienne qui les ont classés dans les négros. Et ça, dans tous les Amériques. Ça a été le même procédé. Alors, on voit une lecture de testament de la période coloniale le prouve encore. Historien bien reconnu de Nice, Diogo de Vasconcelos, parle par exemple du cas d'Andresa de Castillos. Selon des informations obtenues dans un testament du XXe siècle, je déclare qu'Andresa de Castillos, une femme brune, et Fora, un
un descendant de la foule de la terre, c'est-à-dire un descendant de la foule de la terre, c'est-à-dire des gens de cette terre-là, des indigènes, quoi. Je déclare que la dite Andressa de Castillos est la fille d'un homme blanc et d'une femme indigène. Une classification de population utilisée par l'Institut brésilien de géographie des statistiques dans les recensements. Donc, pour effacer dans les Amériques que les gens sont descendants d'Amérindiens, on vous donne des noms comme Pardo, Mélangeon, en anglais Mélangeon. Alors, mélangeon, ouais, ça vient, on dirait bien d'un mot français. Mélangeon est un terme traditionnellement appliqué à l'un triratio isolé. Le terme triracial en Amérique latine est appelé pardo. Caractéristiques soient quelque peu différentes du sud-est des États-Unis, principalement dans la région qui comprend des parties de l'est du Tennessee, sud-ouest de la Virginie et de l'est du Kentucky. Triracial qui semble être un mélange d'Européens, d'Africains subsahariens et d'origine amérindienne. La plupart des descendants d'aujourd'hui sont issus de familles des Appalaches, traditionnellement considérés comme des mélangeons, avec des yeux et des cheveux foncés et un teint bronzé ou huileux. Au 19e et au début du 20e siècle, ils étaient parfois appelés portugais ou indigènes à afro-américains. Les autres individus et familles mélangeons sont acceptés comme blancs. Certaines des premières générations de créoles atlantiques dans les colonies étaient culturellement à ce que l'on pourrait aujourd'hui appeler hispaniques ou latinos, dont les ancêtres étaient des hommes espagnols. Et les hommes travaillaient souvent dans le commerce d'esclaves, certains des colonies américaines, comme Liberia, Léon et tout ça. Certains créoles métis ont épousé leurs voisins anglais, ont adopté le nom de famille anglais, certains ont épousé des Amérindiens. La première Amérique coloniale était un creuset de peuples. Un mythe courant au sujet des mélangeons et l'est du Tennessee était qu'ils étaient un peuple autochtone. Alors, on nous dit qu'ils étaient probablement un peuple qui vivait avant l'arrivée des premiers colons blancs. Tada! Et au lieu de cela, les chercheurs ont documenté à partir d'une théorie que les premiers ancêtres mélangeons ont migré de Virginie, tout comme leurs voisins anglo-saxons américains. La Caroline du Sud a décidé qui devrait être indien. Pour des raisons fiscales, indien était taxé à un taux inférieur à celui des esclaves africains. La loi stipulait et être évalué comme musties, donc métis, mulâtres, etc. Car ils ne sont pas entièrement indiens, seront comptés comme noirs. C'est ça que je vous dis. Les recensements, les classifications, ils ont compté des descendants d'esclaves indiens, amérindiens, des descendants amérindiens, même s'ils sont métissés, comme négros dans la classification. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ne sont pas entièrement indiens, ils sont mélangés. Si on te dit tu n'es pas autochtone, tu n'as pas de lien avec cette terre autochtone, donc tu ne peux pas revendiquer la terre qu'on t'a prise. Ça, c'est une bonne technique, quoi, pour le colon. C'est une étape très importante car elle indique clairement que les Musties étaient des gens du côté américain d'origine indienne. Musty était principalement en partie indien et qu'un mulat était en partie européen et en partie indien, considéré comme noir, ayant ainsi une implication dans tous les recensements d'esclaves ultérieurs. Remarque, cette source s'applique uniquement à la Caroline du Sud et non à la Virginie. Voilà, il y a des choses à dire sur la reclassification des gens qui sont d'origine amérindienne. Et en fait, ces gens-là ne sont pas d'origine africaine. Mais avec les reclassifications des recensements, il y a un génocide amérindien qui s'est fait sur le papier, en fait. En autres termes encore, les Zambos, la caste des Zambos. Alors on appelait les Sambos. Les Européens catégorisent les groupes humains présents à l'époque coloniale
indiens et noirs, et leur croisés en métis, mulâtres et zambos. Alors, dans les diverses régions d'Amérique, les changements démographiques ont été drastiques après 1542. La traite des esclaves, qui sont les premiers esclaves déjà, ce sont des Noirs d'Amazonie, de Floride, de Virginie, d'Amérique centrale, des Caraïbes. Donc, la première traite, c'est traite des Amérindiens, qu'on a revendu après, qui certains se retrouvaient sur des marchés d'esclaves africains comme au Maroc, en Algérie et Tunisie. Et bon, après au Cap-Vert, parce qu'on a au Cap-Vert, et aussi vers l'Angola, là, ils ont emmené. Donc, à la base, les premiers esclaves noirs qu'on emmène, c'est des esclaves noirs, mais amérindiens. Franchement, les compagnies ont été fondées à la fin du XVIIe siècle. Donc, d'ailleurs, c'est plus des Blancs qu'on emmenait, soit des condamnés à vie, à l'exil, au bagne. On ramenait aussi des gens, des orphelinats. Et puis on faisait des contrats de servitude volontaire pour tant d'années, etc. Et tous ces blancs-là, c'est eux qui servaient d'esclaves. Ils étaient beaucoup moins chers d'ailleurs qu'un esclave africain. On va dire que dans le système des castes et des castes existants dans l'Amérique hispanique coloniale, le origine aux enfants d'un Africain et d'un Amérindien, ou aux enfants de 2 Zambos. À cette époque, donc 2 Zambos, il a 2 parents qui sont à moitié amérindiens. Donc il sera plus amérindien. À cette époque, il y avait d'autres termes qui désignaient le pourcentage plus ou moins grand des Zambos. C'est le cas du terme Cambujo, désigner les descendants d'un Zambo et d'un Amérindien. C'est-à-dire que là, alors que tu es un Zambo déjà, c'est-à-dire tu es à moitié amérindien, un gars qui est un Cambujo, là, comme on dit, un Cambujo, qui est à moitié amérindien et à moitié amérindien plus africain. Ça fait qu'il est quand même aux 3/4 amérindien parmi les négros. Et par la suite, les recensements vont toujours dire noir, noir, libre de couleur, personne de couleur, et vous êtes africain, alors que vous êtes amérindien. Voilà, un recensement effectué en 1610 à la ville impériale de Potosi. Il y avait 6 000 noirs, mulâtres et zambos des 2 sexes. Guerre de 1658 contre les Indiens Caraïbes. Le gars, il a les cheveux frisés. Voilà, ils ont la peau qui n'est pas celle d'un blanc, et il pourrait être facilement classifié parmi les noirs dans les recensements par des fonctionnaires européens, forcément. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la guerre de 1658 contre les Indiens Caraïbes est traduite dans les 20 ans qui ont suivi par un quasi-doublement de la surface occupée par les colons français. Moi, je vous dis, une épuration ethnique, c'est surtout sur le papier, hein. Sur le papier. Selon le père Jean-Baptiste Dutertre et Jean-Baptiste Labat, la guerre est motivée par le fait que de nombreux esclaves fugitifs se sont réfugiés de l'île contrôlée par les Indiens Caraïbes à la moitié du XVIIe siècle, parce qu'avant c'était que des esclaves amérindiens ou des blancs, des Africains plutôt vers les années 1730. Il y en a quelques-uns avant, dans les années 1600 et quelques, la date où les grandes compagnies des comptoirs africains se sont fondés. Donc c'est qu'à partir de ce moment-là où il y a quelques esclaves africains qui arrivent, c'est dans les années 1730 jusqu'à 1808, c'est-à-dire que sur une période très courte finalement. Parce que le reste du temps, c'était des Blancs ou des Amérindiens. La plupart des Africains qui venaient en premier, dans le début du 17e, hein, par exemple les 25 premiers Africains qui sont arrivés en Virginie en 1619, c'est des fermiers, c'est des gens des hommes libres. Voilà, l'installation et l'expansion des Français créent des tensions et un conflit continu avec les autochtones.
Les Français ont repoussé les Caraïbes, restant dans la moitié de l'île, dans la moitié nord-est de l'île. La région qui recouvre le nord Atlantique et le centre de la Martinique et comprend les communes actuelles du François, Robert, Trinité, Gros-Morne, Sainte-Marie, Le Lorrain et Macouba. Une carte d'époque montre que la moitié de la Martinique est encore aux mains des Caraïbes en 1657. La moitié de l'île est complètement sous le contrôle des Indiens Caraïbes, encore à la moitié du XVIIe. C'est 1492 dans les Caraïbes. 1657, ils sont encore là. L'arrivée croissante de colons français entraîne un besoin supplémentaire de terre. La fertilité de la région où vivent encore les Caraïbes jusqu'en 1658. Le conflit vient aussi du fait que les colons reprochent aux Caraïbes d'accueillir des esclaves marrons. C'est que le génocide se fait sur papier. J'ai envie de vous dire que vous, les Antillais ou les Noirs des Amériques, parmi les peuples d'Amérique centrale et du Sud, une très grande majorité des populations avaient une peau très mélanisée. Regarde, là il y a marqué Racial Integrity Act de 1924. Il y a 2 lois s'inscrivant dans le contexte des problématiques alors naissantes d'eugénisme et de race. Faisaient dès lors partie des lois visant à interdire les relations entre personnes de races différentes. Contenu de la loi, à la naissance d'une description raciale à chaque individu. Elle divisait également la société en 2 catégories, les blancs et les gens de couleur. Cette seconde catégorie regroupait de fait tous les individus de type non européen, y compris de Native Americans, la race selon le critère de la règle de la goutte unique, classant parmi les nègres les personnes dès lors qu'elles avaient un ancêtre afro-amérindien ou indien. Il permettait ainsi d'étendre l'interdiction des mariages interraciaux en criminalisant tout mariage entre un blanc et un non-blanc. Où est le génocide? C'est-à-dire en classifiant les Indiens dans les catégories. Voilà, la préparation du manioc par les autochtones, du sucre, du pétain, donc c'est-à-dire le tabac, aux cochons sauvages et aux visites des autochtones. Tout ça, ça se trouve bien sûr dans le livre du Père Labat, même encore dans toute la moitié du siècle, du XVIIe siècle, il y a encore plein d'Amérindiens là, qui contrôlent l'île. Et puis on trouve des artefacts. Donc c'est une importante découverte. Depuis septembre 2020, une fouille archéologique à Petit Pérou, aux Abîmes, donc en Guadeloupe, époque précolombienne et coloniale, y ont été découvertes, dont 113 sépultures. Une découverte exceptionnelle évoque une concentration inédite de sépultures précolombiennes en ce lieu. En un même lieu est en effet une première en Guadeloupe. Des corps d'adultes et d'enfants ont été disposés là, sur le dos ou sur le plié sur eux-mêmes. Les chercheurs estiment à l'âge céramique ou période du néo-indien récent, soit entre le 10e et le 12e siècle. Un lieu de vie précolombien. Le site de fouille est composé de plusieurs couches, chacune correspond à une phase d'occupation avant l'arrivée dans l'archipel de Christophe Colomb. D'anciennes fosses ont été révélées, des trous de poteaux également. Ils témoignent de la présence jadis sur place d'un lieu de vie composé de plusieurs habitats, un village peut-être, dont on ne sait pas s'il date d'avant, d'après la nécropole. Par ailleurs, des vestiges de poterie d'outils ont été décelés dans les couches de terre amoncelées. L'occupation des îles remonte bien avant le 10e, le 12e siècle. Il y a eu plusieurs vagues de peuplement de ces îles. Donc, une centaine de sépultures précolombiennes découvertes aux Abîmes, comme on l'a vu. Les corps ont été inhumés, repliés sur eux-mêmes, les bras sur l'abdomen ou le thorax, les jambes comprimées sur les avant-bras, les coudes ou le thorax. Les liens garantissent cette position. Les manipulations après inhumation sont perceptibles. L'étude de nombreuses données issues du site, l'examen du mobilier archéologique, les datations radiocarbone et l'analyse de l'ADN ancien, entre autres, d'identifier les différentes phases d'occupation. Les inhumations se sont-elles déroulées dans un contexte de village, dans les carbets familiaux, maisons amérindiennes ouvertes sur poteaux? Ces sépultures sont-elles postérieures à l'habitat? Les roches de Trois-Rivières, donc en Guadeloupe, datant de l'époque précolombienne,
5 de ces ensembles sont inscrits ou classifiés au titre des monuments historiques. Des pétroglyphes sont signalés par Otis Tufton Mass. Son rapport pour l'Institut de recherche scientifique américaine de Smithsonian. Il y a plus de 230 gravures donc dans des roches et des polissoirs. C'est vraiment très ancien, ça c'est très ancien. Plaide pour l'instant pour une activité plutôt fonctionnelle que rituelle. Cet emplacement non loin du bord de la mer, à proximité de la source d'eau douce de la rivière, de la ravine sans nom. On peut y découvrir un ensemble de 22 roches portant jusqu'à plus de 230 figures gravées par les Amérindiens. Et voilà, on peut y découvrir des polissoirs qui permettaient la fabrication de haches des Amérindiens, rappelant que le parc est également un site archéologique. Il faut remonter à la découverte de l'Amérique au XVe siècle, quand Christophe Colomb découvrit l'île d'Haïti. Le mot cacique a été emprunté au taïno, une de ces langues parlées à l'époque dans les Caraïbes. Il est rapidement passé par l'espagnol pour arriver en Europe. Un cacique était le nom donné à un chef de tribu indienne dans tous les pays de la région d'Amérique centrale, du Mexique à Cuba ou au Pérou. C'est à lui notamment qu'on s'adressait pour obtenir la libération de prisonniers. Puis, peu à peu, le sens a glissé pour évoquer l'aristocratie de ces pays des Antilles, une classe qui détenait un pouvoir économique important avant que cacique ne soit utilisé pour parler d'un notable de longue date, d'une personnalité au pouvoir depuis longtemps. Préparez-vous à une visite dans les profondeurs d'une vérité occultée avec Taméricaine. Les Américains avant 1492 et après est un ouvrage indispensable. Cliquez sur le lien dans la description pour consulter gratuitement quelques pages.